La République démocratique du Congo a pris part au forum international Indaba en Afrique du Sud avec pour objectif de vanter son secteur minier, comme vous le savez, avec sa riche province du Lualaba aux premières loges. Il y a eu quand même quelques discussions sur un document qui a fuité sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'ordre de mission de la délégation du gouvernement provincial du Lualaba, qui est dirigé de manière intérimaire par la vice-gouverneure Fifi Masuka. Et pour en débattre, pour en voir de plus longues informations, je suis sur ce plateau avec mes deux confrères, Henri Levôtre Kalala à ma droite et Ben Akili à ma gauche. Bonjour à tous. Bonjour Christopher. Alors je vais commencer avec Henri, que j'ai vu documenter. Comme d'habitude, vous avez également reçu cet ordre de mission qui circule sur les réseaux sociaux. Quelles sont vos impressions sur cette équipe qui a représenté la province du Lualaba en Afrique du Sud? Merci beaucoup Christopher. D'emblée déjà, quand vous regardez la forme de cet ordre de mission, c'est déjà quelque chose d'inacceptable, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui peut-être n'existerait pas dans les jours à venir en République démocratique du Congo. Jamais on a connu ça, mais on est en train de vivre ça au Lualaba. Un vice-gouverneur qui signe son propre ordre de mission, ça n'existe pas. Par élégance, l'administration voudrait mieux qu'elle fasse signer son autorisation de sortie ici à Kinshasa par le ministre de l'Intérieur, qui est l'autorité hiérarchique. Mais au Lualaba, ça n'a jamais été le cas avec Mme Fifi. Quand vous regardez la lettre, c'est elle-même qui signe l'ordre de mission. Quand vous regardez seulement la lettre, ça saute aux yeux tout de suite. Il y a les députés provinciaux qui sont alignés sur cette lettre-là. Et jamais on ne comprendrait ça. Les députés provinciaux ne peuvent pas se retrouver sur l'ordre de mission de l'exécutif. Les députés provinciaux devraient dignement avoir l'ordre de mission venant de l'Assemblée provinciale. Et c'est le président de l'Assemblée provinciale qui autoriserait cette fois-là les députés à se rendre à Indaba. Même si c'est la province qui doit prendre tout en charge, il y a une rubrique où ça allait être dit que c'est à charge de la province du Lualaba. Mais quand vous regardez aujourd'hui juste la lettre, vous voyez que Mme Fifi, c'est elle qui contrôle tout. Même le président de l'Assemblée provinciale est tout simplement absent. Et on se pose même la question tout de suite, quand vous regardez la lettre de cette ordre de mission, on dit, mais quelle est la place de l'Assemblée provinciale dans tout ça? Depuis quand un député doit-il se déplacer sous l'ordre? Si c'est l'exécutif aujourd'hui qui intime l'ordre, qui donne mission aux députés provinciaux, quel est alors le travail de l'Assemblée provinciale? Est-ce que l'Assemblée provinciale a quelque chose cette fois-là à dire au vice-gouverneur? Parce que c'est lui qui envoie. C'est lui qui envoie les députés aujourd'hui. Les députés, pourtant, ce sont eux les contrôleurs, ce sont les parlementaires, ce sont eux les autorités budgétaires. Mais quand vous regardez sur la lettre, juste en regardant par la forme, vous allez comprendre, ça saute aux yeux, que ce sont les députés qui s'alignent et qui sont sous l'ordre du vice-gouverneur. Et ça, c'est pas très bien. Un commentaire également sur la forme, Ben. En tout cas, c'est des lignes Christopher, pour cette province qui représente en tout cas une grande partie de l'économie nationale. L'on n'arrive pas à comprendre que dans une province où on est censé respecter l'administration publique, qu'un vice-gouverneur se permet de prendre même en otage l'Assemblée provinciale. Et ici, nous interpellons bien sûr le président de l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'était-il au courant de cet ordre d'émission sur lesquels s'est retrouvé certains députés? Parce qu'il faut quand même le dire aujourd'hui qu'au niveau du Lualaba, nous avons des députés qui appartiennent bien sûr à l'exécutif, notamment ces députés qui ont fait des déplacements de l'Afrique du Sud. Et ces derniers, ils se permettent de ne plus se démarquer sur le terrain en leur costume des contrôleurs, mais plutôt en costume des acclameurs de l'exécutif. Aujourd'hui, 4 jours après ou 3 jours après, nous avons vu une mise au point de la part du service des communications de Madame le vice-gouverneur qui dit que ces documents seraient faux. C'est monté de toutes pièces par des cybercriminalités. Mais où étiez-vous lorsque ces documents ont fuité? Parce que même certains ministres provinciaux nous ont présenté ces documents. Et voyez même la délégation qui a représenté le Lualaba, qui devrait parler des questions minières au niveau de l'Afrique du Sud.
Personne, si ce n'est que c'est monsieur qui a dû mettre le pays en moule en matière de minerais contenant bien sûr de l'uranium, qui a été pris dans ces délégations. Mais tous ces mondes qui restent, personne ne pouvait parler, bien sûr, traiter des questions minières. Justement, ça allait être la question qui allait suivre, ouais. Parce que vous avez reproché la forme de ce document. Les personnes... J'aimerais m'intéresser sur les personnes qui ont pris part à ce forum. Est-ce que n'étaient-elles pas habilitées, quand même, ne maîtrisaient pas quelques questions minières que ce soit et étaient obligées de prendre part En tout cas, je n'en vois personne. Si ce n'est que c'est chargé, c'est lui qui a été conseiller au ministère des Mines, monsieur Jean-Serge Miji, qui peut, parce que c'est un technicien, il peut quand même aborder certaines questions minières. Mais il faut aussi savoir que ces messieurs devraient être sous la liste des gens qui ne peuvent pas, en tout cas, sortir les territoires nationaux. Parce qu'il y a un certain John Toka qui n'a pas su voyager parce qu'il lui interdit de pouvoir traverser. Il était sur la liste aussi. Bien sûr. Mais il n'a pas pu quitter. Il n'a pas pu quitter parce qu'il lui est interdit de quitter le territoire national par rapport à tout ce qu'il y a eu comme dossier sur l'uranium. Mais est-ce que l'on peut nous dire clairement que le monsieur a pu retourner l'argent qu'il a reçu pour sa mission en Afrique du Sud dans la caisse de l'État? Parce que c'est l'argent du contribuable Lolabé. Et tout ça, on se demande pourquoi l'on ne peut pas se servir d'exemple de son titulaire. Parce que la conférence Indaba n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis que la Provence est là, c'est à chaque 2 ans que l'Afrique du Sud organise cette grande conférence minière. Mais voyez, quand le gouverneur Mouyej était là, et il s'est rendu avec qui dans cette conférence? C'est avec des personnalités qui sont habilitées dans les secteurs, notamment les ministres provinciaux des Mines. Il y a les services de SAEMAP également, certains partenaires qui interviennent dans ces secteurs au niveau de la Provence, qui prennent part à cette conférence. C'est notamment dans l'idée, parce que le gouverneur ne peut pas tout défendre. Et les personnalités qui sont intéressées, qui sont impliquées dans ces secteurs, au départ de leurs allocutions, ils peuvent attirer l'attention des investisseurs. Mais avec la délégation qui est partie, qui a représenté le Lolaba dernièrement, est-ce que nos amis peuvent-ils nous dire combien ils ont pu, en tout cas, faire pour que les investisseurs étrangers débarquent au Lolaba? Rien du tout. Alors, on va revenir sur la question. Ben vient de me révéler que l'on a évoqué une fausse nouvelle, c'est-à-dire un montage des cybercriminels. Vous qui avez souvent les preuves à l'appui, les documents, est-ce que vous êtes renseigné? Vous avez posé des questions jusqu'en Afrique du Sud pour savoir si les personnes recensées sur cette liste-là n'ont pas fait les déplacements. Les documents, il est vrai. C'était juste une manière de couvrir cette honte et puis ils se sont rendus compte après. Parce que de la manière où ça a été fait, c'est purement familial. Et même quand on dit que ces gens, les documents étaient faux, mais c'est en réalité tous ceux qui sont en Afrique du Sud. Il y a des photos aujourd'hui de ceux qui sont en Afrique du Sud. Il y a des vidéos aujourd'hui de ceux qui sont en Afrique du Sud. Et il y a même des interviews qui ont été faites. Ce sont les personnes qui sont sur la liste. Et ils sont en Afrique du Sud. Pourquoi dire que c'est faux? Parce que le document, il est authentique, il est vrai. Nous avions sur place au là-bas mené nos enquêtes avec les équipes qui restent là-bas. On nous a révélé que les documents, il est vrai. Mis à part John Toka qui n'a pas su voyager parce que lui, on l'a interdit de quitter le territoire national. Mais regardez sur cette liste. Madame Fifi Masuka Saïwini, c'est elle qui est vice-gouverneur dans cette province. Elle est sur la liste. Philippe Kaoumba, il est questeur à l'Assemblée provinciale. Il est sur la liste, il est en Afrique du Sud, nous l'avons vu sur les images. Sur cette liste, il y a Gaston Mouchid, il est même intervenu sur l'une des radios en place, qui est le rapporteur à l'Assemblée provinciale, mais qui va se faire le speaker du gouvernement provincial. Parce que c'est lui qui parle là-bas au nom du gouvernement. Ça, on ne comprend pas. Lui, il est rapporteur à l'Assemblée provinciale, mais il est là-bas comme speaker du gouvernement provincial, comme chargé ou de communication ou porte-parole. Parce que quand il intervient comme porte-parole du gouvernement. Et on ne comprend pas ces flous-là. Vous avez Jean-Marie Kasseya, qui est le député provincial. On ne comprend pas pourquoi il se retrouve là-bas. Il n'est ni membre du bureau. Tout simplement, il est de la famille du vice-gouverneur. Il est président de la commission PAJ. Il est l'Assemblée, il est le président de la commission EPAJ à l'Assemblée provinciale. Il se retrouve. Mais regardez ce qui arrive. Normalement, les ministres de tutelle
c'est le ministre des Mines. Justement, j'allais poser la question sur les absents. Parce que je n'ai pas vu sur la liste le ministre provincial des... Mais c'est la tête à couper pour Mme Fifi Masuka. Il ne supporte pas Tchizaïnga. Tchizaïnga est celui qui a dit à Mme Fifi, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Votre directeur est en train de signer le contrat minier dans des bistrots. Il l'a dit. Et Mme Fifi, pour se venger de tout ça, elle l'a écarté. C'est simple, ça saute aux yeux. Le ministre n'a pas su partir. Il n'a pas fait les déplacements de Colosie vers l'Afrique du Sud. On l'a mis de côté parce que comment vous voulez quelqu'un qui vous dit des choses en face, la vérité n'est pas bienvenue là-bas. Il faut par contre dire des mensonges comme les gens de Serge Miji qui ont fait des mauvais rapports et qui ont jeté les discrédits sur la nation congolaise. Et puis là, ils sont bien arrivés. Ils sont partis. Mais Christopher, je vous révèle quelque chose. Vous savez combien chacun a dit toucher et combien chaque personne touche par jour sur cette liste de délégations? Ils sont partis à peu près 18, j'ai la liste avec moi ici. Juste pour le gouverneur de province, par jour, comme ordre de démission, les frais qu'il reçoit, c'est 4 050 $ américains, le gouverneur, par jour. Vous avez les ministres... Ce sont des affirmations, vous avez aussi des documents. C'est dit dans les bidets, dans les projets des bidets. Là-bas, les gens peuvent lire. Okay. J'ai lu pour eux cette nuit et j'ai gardé les chiffres à côté. Vous pouvez aller vérifier, c'est dans les bidets. C'est comme ça que c'est prévu les dépenses. Le vice-gouverneur a 4 050 $ par jour. Les ministres provinciaux qui ont fait les déplacements, qui sont partis dans cette délégation, comme le ministre des Finances est là, alors que celui des Mines est resté, celui des Finances est parti. Il a 1 200 $ américains par jour. Chargé des missions, c'est 600 $. Il y a la belle-sœur à Mme Fifi qui est chargée des missions de Mme Natacha ici, qui est sa belle-sœur, qui est partie en Afrique du Sud. Je vais revenir là-dessus. Vous allez voir que c'est plus de la famille Masuka sur cette liste que la province. La conséquence, vous allez la comprendre. L'attaché de presse à 500 $ par jour. L'expert ou les conseillers qui sont partis là-bas, ils ont 800 $ par jour. Les députés provinciaux n'ont pas moins de 1 500 $ par jour. Vous avez le directeur de cabinet qui malheureusement n'a pas su faire son déplacement, c'est 1 200 $, mais c'est prescrit dans le budget, sans tenir compte de leur logement et les budgets. Et qu'est-ce que je dis? Leur logement et la restauration. Ça, c'est juste les frais qu'ils reçoivent. Donc, les titres de voyage plutôt. Donc, quand vous partez, pour que les vice-gouverneurs se déplacent, c'est 4 000 $. Donc, quand Mme Fifi, pour aller en Afrique du Sud, elle les reçoit. 4 000 $. Donc, on soit bien d'accord, ce n'est pas une disposition inventée par... Non, c'est dans la loi. C'est dans la loi. C'est dans la loi. Je voudrais vous montrer la conséquence que ça donne. Même le gouverneur aussi. Même le gouverneur. Pour chaque membre qui est voyagé là-bas, qui est parti dans ces délégations, c'est 3 500. Mais regardez ce qui arrive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là-bas, dans peu de jours, vous avez une famille qui devient très riche au détriment de toute la province. C'est la famille Masuka. Vous avez Mme Masuka, qui est membre de sa propre famille. Vous avez Roy Kaumba, qui est de la famille de Mme Fifi Masuka. Vous avez Joe Saini, qui est député provincial, qui est membre de la famille de Mme Fifi Masuka. Son suppléant d'ailleurs. Vous avez son fils Jeffrey Masuka, 5, membre de la famille Masuka. Vous avez Kevin Masuka, ça fait 6 membres de la famille Masuka. Vous avez Natacha, belle-sœur à Mme Fifi Masuka. Vous avez également Noëlla, belle-sœur à Mme Fifi Masuka, qui est chargée des liaisons ici à Kinshasa. Membre du bureau de liaison ici à Kinshasa. Vous avez à peu près 8 membres de la famille Masuka. Conséquence sur l'argent qui doit être dépensé, tout cet argent, toute cette masse va dans une seule famille là-bas qui s'appelle famille Masuka. C'est ça qu'on dit, que la conséquence est très logique sur ces questions-là. Quand vous allez faire les 4 000 par jour, les 2 200 $ par jour, les 1 500 par jour, fois multiplié fois 9 personnes qui sont de cette famille, vous allez voir la masse de l'argent qui va directement dans cette famille. Et c'est fois autant de jours. S'ils vont faire du jour, à Mme Fifi elle-même, elle aura 40 500 $ américains. Quand vous faites 4 000 fois 10, 4 050 fois 10, ça fait 40 500. Elle seule, quand vous allez faire 1 200 pour son fils qui est là-bas, fois 10, ça va faire combien? 10 000, 12 000 $ américains. Et quand vous allez faire la moyenne à peu près de 1 500 $ pour les 9 personnes fois 10, vous voyez, toute cette masse-là va dans une famille qui s'appelle Masuka. Et cela au détriment de toute la province. Je reviens à vous, ouais. Mais j'aimerais poser d'abord cette question à Aben. Est-ce que c'est le nom Masuka qui dérange ou c'est la pratique? Parce que vous venez de me confirmer que
même si c'était quelqu'un d'autre à la place de Fumi Masuka, ça serait le même montant. Ce sont des dispositions claires prévues dans la loi budgétaire au niveau de la province du Lualaba, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que ça choque vraiment la province, les Lualabais en particulier, qu'il y ait tel ou tel autre membre de la famille, s'ils y vont dans leurs rangs respectifs? On a cité député provincial, assistant parlementaire ou quoi que ce soit. Ce qui choque, c'est les deux choquent. Leno Masuka également, la pratique, la procédure qui n'est pas respectée au niveau du Lualaba. Parce que l'on n'arrive pas à comprendre comment ça fait-il que l'on laisse le ministre de tutelle, qui devrait normalement partir, parce que c'est bien lui qui a dû participer à toutes les conférences que l'Afrique du Sud a déjà organisées. Le Lualaba a organisé sa première conférence, c'était, je crois, en 2018, au niveau de Colosie, et c'est le ministre provincial qui devrait expliciter la lanterne. À l'époque, c'était déjà Jean-Marie Tizaïga. Bien sûr, Jean-Marie Tizaïga est là depuis toujours. Donc il a quand même de l'expérience en ces secteurs-là. Mais on les laisse. La pratique n'est pas bonne. La procédure n'est pas respectée. Et Leno Masuka, parce que nous allons nous référer toujours à celui qui était là, Mouyej Richard. Est-ce que quand il faisait des voyages, l'on ne pouvait pas retrouver sa famille? Il a des enfants qui s'appellent Mouyej, Yves Mouyej, ils sont là. Il a des enfants, mais sur des ordres de mission, jamais le nom Mouyej s'est répété plus de 2 fois. Jamais. Mais ici, vous avez Kevin qui est assistant, qui est consultant au niveau du gouvernement provincial. Je me suis dit, consultant sur base de quoi? Et qu'est-ce qu'il consulte au niveau du gouvernement provincial? Kevin, je vais également dire que c'est bien lui qui serait le propriétaire de la société Naïsa Engineering et qui reçoit beaucoup de marchés au niveau de la province du Lualaba. Mais au finish, le travail sur terrain n'est pas, en tout cas, n'est pas palpable ou ne plaît pas à beaucoup de Lualabais. Mais aujourd'hui, vous prenez Joe Saini, qui était suppléant de Mme Masuka, parce que Mme Masuka a été élue au niveau national qu'au niveau provincial comme député. Et c'est son jeune frère qui l'a remplacé. Les questeurs de l'Assemblée provinciale, le rapporteur et d'autres députés provinciaux. Mais que font-ils? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire au niveau de cette conférence? Alors, il y a des réponses déjà. Les rapporteurs ont servi de porte-parole, par exemple. Mais ce sont les mêmes pratiques que l'on reprochait hier à un autre rapporteur, que l'on a fait tout pour les destituer de son poste. Mais aujourd'hui, les mêmes pratiques reviennent. Mais ici, je n'aurais pas honte de le dire, Christopher, que c'est justement des villégiatures que nos amis ont pu faire en Afrique du Sud. C'est du tourisme, tout simplement. Parce qu'ils ne vont rapporter rien du tout. Parce qu'au regard de la délégation qui a représenté le Lualaba, mais personne ne va nous présenter un travail de titan au niveau de l'Afrique du Sud. Vous attendez à quel travail exactement? Parce qu'il y avait le Premier ministre en tête des délégations, puis sûr. Le Lualaba, on va dire, une partie. Qui a présenté maintenant les potentialités du Lualaba auprès des investisseurs? C'est qui? Mais c'est la question que nous nous posons. L'on n'a vu personne. La délégation lualabaise, on a vu simplement qu'elle a tout fait pour qu'elle soit reçue par le Premier ministre. Pour faire quoi? Pour dire quoi? Allez traiter la question de la GECAMINE, est-ce que ça vous concerne? Mais allez-y, présentez les potentiels qui regorgent le Lualaba sur le plan minier. Et qu'est-ce qui peut attirer les investisseurs? Mais il ne le fait pas. Si ce ne sont que des photos, des vidéos qu'on nous envoie pour nous montrer comment il fêtait au niveau de l'Afrique du Sud. Et après, l'Assemblée provinciale qui ne dit mot par rapport à cette situation. Ici, je voudrais quand même dire, Christopher, que mieux vaut une vérité qui fait mal plutôt qu'un mensonge. La situation actuelle du Lualaba profite à 2 personnes, des individus, 2. Je les cite ici. Je ne cite pas leur nom, mais je vais quand même détailler les gens, découvrons. 2 individus au niveau national, dont l'un est à côté du chef de l'État. C'est monsieur qui a une société au niveau du Lualaba qui se nomme Lualaba Construction, à la base de plusieurs contrats fictifs avec Invest Congo. C'est un monsieur qui pendant
Pendant que Mouyej souffrait en Afrique du Sud, le monsieur a pris les luxes de pouvoir envoyer Stéphane Kipré, les beaux-fils à Laurent Gbagbo, qui a dû monter un parti politique en Côte d'Ivoire avec l'argent du contribuable, Loualabé, et qui est à la base de plusieurs contrats, pour aller demander à Mouyej, Manguez-Mans, il faut simplement démissionner parce que vous n'allez plus revenir à la tête du Loualaba. C'est ces messieurs-là. La situation actuelle les profite. L'autre, c'est un député provincial de Kinshasa ici, qui reçoit à la fin de chaque mois 600 000 $ américains. Oh, mais je vous dis, je vous l'ai dit, il reçoit 600 000 $ américains. C'est lui-même le monsieur, lorsqu'on a annoncé le retour de Mouyej ici à Kinshasa, nuitamment il est parti à Colusi pour renforcer la plainte qu'on a dû porter à Mouyej par le président de l'Assemblée provinciale. Et ce sont ces gens-là qui descendent au là-bas. Lorsque l'Assemblée provinciale a mis en accusation le gouverneur Richard Mouyej, mais le monsieur qui est à côté du président de la République, j'étais son nom, mais les gens le découvrent déjà. Parce qu'il s'est dit aujourd'hui qu'il est le tout-puissant dans le Grand Katanga. Il est allé là-bas, il a séjourné pendant 48 heures pour dire aux députés, l'ordre vient d'en haut. Vous devez à tout prix faire quelque chose pour que Mouyej soit mis en accusation. Et l'autre qui est député provincial, il y est parti pour dire au président, vous devrez porter plainte. Mouyej ne doit pas rentrer. Et voilà la situation. L'on peut tout dire sur Masuka, mais Masuka s'entête simplement parce qu'elle a des gens qui lui disent, madame fait ceci, madame fait cela, il n'y a rien qui va se passer. Et conséquence, aujourd'hui, la province patauge. Est-ce que l'on peut nous dire aujourd'hui le travail qu'a pu faire l'Assemblée provinciale 3 ans après, en termes de production? Il n'y en a pas, Christopher. Il n'y en a pas sur le terrain. L'Assemblée, aucun édit, aucune loi votée. Si ce n'est que la loi sur la protection des terres agricoles, mais qui est une loi qu'on peut appeler des arriérés de l'Assemblée provinciale, parce que ça fait partie de la dernière législature. Mais les députés qui sont là aujourd'hui n'ont rien produit. Ils ne sont pas productifs. Qu'est-ce qu'ils font? Être tout le temps à côté de l'exécutif. Parler des chantiers, au lieu de faire un travail sur les contrôles parlementaires. Mais avec ces genres de situations, comment voulez-vous que l'on dise que la pratique que Masuka a choisie sur le terrain, elle est bonne? Mais non, c'est de la honte. C'est purement de la honte. Et Masuka, là où elle est, elle le sait. Aujourd'hui, nous n'avons pas honte de le dire parce que la situation, de la manière dont les gens sont en train maintenant d'en discuter, on ne sera pas surpris que l'un de ces 4 matins, que les gens se donnent des coups au niveau de la province. Parce qu'il y a déjà 2 blocs. L'un qui est du côté Masuka et l'autre qui soutient les valeurs, qui défend les valeurs au niveau de la province du Lualaba. Aujourd'hui, l'on veut à tout prix écarter M. Chizaïnga parce que sa tête ne plaît pas beaucoup. L'on pense qu'il s'est fait de l'argent avec les secteurs miniers. Et pourtant, depuis que madame est là en train d'assurer les affaires courantes, toutes les missions, tout ce que M. Chizaïnga devrait faire, mais c'est un cabinet parallèle qui est dirigé par madame et en connivence avec son monsieur d'Entoka, et qui fait ce travail-là. Aujourd'hui, M. Chizaïnga n'est là comme étiquette. On les fait écarter. M. Achille Moutete qui est parti en Afrique du Sud, il est allé faire quoi? Ça, il faut se poser là. Il est allé faire, lui étant ministre des Finances, il est allé faire quoi? L'on comprend tout simplement qu'il est devenu mallette de Mme Masuka parce qu'à chaque voyage, il est toujours à côté de madame. Je vais revenir à vous. Henri, vous aviez cité tout à l'heure quand même le vice-premier ministre de l'Intérieur qui est le responsable hiérarchique qui n'a pas été informé. Vous avez aussi cité le président de l'Assemblée provinciale qui n'a pas été informé du déplacement des députés provinciaux. Mais qu'est-ce qui est prévu en contrepartie comme, je ne sais pas, réaction ou sanction? Je crois que les vice-ministres de l'Intérieur doivent tirer. C'est quand même quelqu'un qui connaît la loi en la matière. Le vice-premier ministre. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, chargé de sécurité, qui est M. Selou, quelqu'un de beaucoup de valeur d'ailleurs. Qui, me semble, n'est pas en très bon terme avec la vice-première. Qui est quelqu'un de valeur parce que si jamais il n'avait pas assez de valeur, il aurait déjà depuis longtemps tombé dans les sirènes de Mme Fifi. Il aurait commis des rêves.
mais parce qu'il a des valeurs. Je crois que Daniel Asselo, c'est quelqu'un l'un des ministres qu'il faut féliciter dans cette gestion de la crise dans la province du Lualaba. Lui au moins a su maintenir le cap malgré la pression qui venait des proches du président, à gauche à droite, et des gens influents au niveau du parti. Et il dépaisse. Il a su tenir parce que la loi reste la loi. Et aujourd'hui, ça a créé beaucoup d'ennemis, je crois, dans le parti. Mais c'est quand même quelqu'un qui est resté là. Je crois qu'il va faire parler la loi. Les gens comme ça sont des gens dont la République a nécessairement besoin. Dans la province du Lualaba, je crois que le président de l'Assemblée provinciale est déjà pris en otage. Le président étant pris en otage, je ne vois pas quelque chose qu'il va faire en cette matière-là. Parce que la situation les dépasse en soi. Comment tes députés à toi doivent aller à l'Afrique du Sud et tu ne dis rien, tu ne signes aucun document? C'est que ces députés sont devenus des députés intouchables, tout simplement. Pendant ce temps, nous sommes en pleine session. Nous sommes en pleine session, on doit là-bas. Les reporters de l'Assemblée provinciale est parti, le questeur est parti, donc le président de la commission PAJ est parti, un membre, Jossayene qui est député là-bas, est parti. 4 députés sont partis. Et le président n'a signé aucun document. Et cette situation, je crois que le président Louis Kamouni Ntumbo Matayela est tout simplement pris en otage. Et la situation les dépasse. Et là, je suis très sincèrement Est-ce que l'on peut sous-entendre que les personnes reprises sur cette liste sont là pour une sorte de récompense ou des vacances? C'est tout simplement ça. Ils sont récompensés pour avoir combattu Mouyège. Ça saute aux yeux. Ce sont les députés qu'on a vu chanter au longueur de la journée, que jamais on a vu les budgets être doublés. Mais quand vous regardez les budgets qu'on avait critiqués ici autrefois, un budget qui a été déjà exécuté et voté, ce sont ces députés-là qui ont pris l'avant-plan pour dire que c'était bon parce que leurs salaires ont été doublés. Mais allez-y voir. Même les services que les députés là ont inventé, qui a fait monter les recettes au là-bas, le service de traçabilité a été fermé. Mais où sont ces députés? Ils continuent. Ils ont inventé ces services-là, jamais vu. Mais après avoir chanté et tout ça, on ferme les services. Et ça, nous en tant qu'observateurs avertis, on comprend. Pour qui? Ils travaillent. Je crois que 2023 s'approche déjà à grands pas et que la population doit tirer conséquences. Il doit tirer les leçons pour tout ce qui est en train de se passer au là-bas aujourd'hui. Mais je voudrais répondre à une question pour enrichir ce que Ben disait tout à l'heure. Est-ce que le nom de Masuka fait mal? On n'a rien contre cette famille. Nous n'avons absolument rien contre la famille Masuka. Mais est-ce que les plus intelligents ne sont que de la famille Masuka dans la province du Lualaba? Vous avez les consultants, M. Kevin, qui n'est sur aucun document officiel signé, dignement pour qu'il soit assistant. Nous connaissons l'assistant du gouverneur, qui est sur un document officiel, c'est M. Adi Nawezi. C'est lui qui est assistant du gouverneur. Et Kevin est sur quel arrêté et signé par qui? Parce que celui qui peut signer les arrêtés dans la province s'appelle Richard Mouijouan-Gezmans. C'est le même cas avec un soi-disant John Toka qu'on appelle professeur ou directeur de cabinet ou quelque chose comme ça. C'est la même situation. C'est le gouverneur qui signe les arrêtés. Vous avez fait signe qu'il a été impossible pour lui, justement, M. John Toka, de se déplacer. Ça veut dire qu'au niveau national, l'on reconnaît qu'il y a une faute, qu'il y a une enquête en cours. Mais comment se fait-il qu'il continue de bénéficier de la confiance de la gouverneure intérimaire? C'est de la triche. C'est de la triche, tout simplement. Il y a une complicité à un niveau où on ne sait pas comprendre. Il y a une complicité à un niveau où on ne sait pas comprendre. Madame Fifi devrait déjà écarter ce genre de personnes aux côtés d'elle. Quelqu'un qui jette de la discrédit. Il y a même les PV. Ça a été entendu ici. Ils ont été ici, il y a les services au niveau de Kinshasa, qui les a même une fois empêchés de voyager. La situation est connue. La situation est connue de tout le monde. Que ces personnes, Niji par exemple, étaient recherchées. Il y a eu un certain Bundomeki également, qui a été recherché, cité dans ces dossiers, qui a été même interpellé. Je crois que la situation est en train de courir. Mais tous ces gens, déjà des personnes qui ont fait un mauvais rapport sur les minéraux du là-bas, soi-disant qu'il y a eu des uranium, et toutes ces personnes-là sont en train de bénéficier de la gratitude auprès de madame. C'est là la situation que je ne comprends pas. Ces gens qui sont dans des méandres avec la justice devraient être tout simplement écartés. Et ça permettrait à la province d'évoluer. Mais quand madame continue à garder tout ce monde-là autour d'elle, ça veut dire que quelque part, il y a cette complicité qui ne dit pas son nom. Et on sent que tout de suite, la province est prise en otage.
Et je l'ai dit, je le répète, on est là-bas aujourd'hui pour avoir des crédits auprès de Madame Fifi, il faut être plongé dans l'histoire pas très bien. Parce que quand vous regardez autour d'elle, Miji qui a fait un mauvais rapport sur l'uranium du Lualaba, il dit qu'il y a d'uranium, tout ça, des faux dossiers. Et la nation a dit c'est justifié, il faut dire, passer dans les médias. Il nous a même donné à nous le travail pour dire que c'était faux. Tout ça parce que la tête de Tizaïnga ne le plaisait pas. Il fallait que Tizaïnga parte de toutes les façons. On a dit des mensonges aujourd'hui qui ont coûté cher à la République. Et ces gens-là ont bénéficié aujourd'hui. Quelqu'un qui était conseiller au ministère, qui commet une faute, devient consultant ou expert des questions minières aux côtés du vice-gouverneur. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un qui commet une faute, il doit être puni. Mais tout de suite, on les voit monter des grades. C'est quoi cette histoire? Et donc, toute cette histoire-là, on voudrait laisser voir que la situation là-bas n'est pas très claire. Comment vous voulez aller parler des questions minières? Vous prenez un directeur, vous laissez les ministres, parce que c'est les ministres qu'on doit appeler là-bas à l'Assemblée. C'est le ministre qui a un rapport à donner. C'est le ministre qui est responsable devant l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, s'il faut traiter les questions minières de Indaba, quand ils vont rentrer de Indaba, parce qu'ils sont en train de fêter encore un peu là-bas, quand ils vont rentrer là-bas, qui va répondre devant l'Assemblée? Les ministres des Finances ou les députés qui sont partis? Parce que les questions minières, ce n'est que Jean-Marie Tizaïnga en tant que ministre des Mines qui doit traiter ces questions. Mais quand vous les laissez de côté, et on fomente même un conseil qui n'existe pas, j'ai posé cette question au ministère des Mines, un certain Ouamana, on dit qu'il est conseiller au ministère des Mines. Les ministres ne le reconnaissent même pas. Vous imaginez à quel niveau est la fraude là-bas? À quel niveau est la triche là-bas? On donne à un ministre un assistant qu'il ne connaît pas. Un conseil. Un conseil plutôt. Que le ministre lui-même ne connaît pas. Et il figure sur l'ordre de mission et il est en Afrique du Sud. Mais vous imaginez, c'est quelle manière de faire? On voit ces choses-là là-bas. Alors, autrefois ici, on a suivi avec vous des images qui montraient comment Jean-Marie Tizaïnga était influent dans les milieux de la population. On l'a vu avec un échantillon seulement des trésors, mais c'était une grande foule. Ouais. Vous dites également qu'il est ministre provincial, en tout cas il est chargé du secteur minier dans la province depuis l'établissement de cette province, le Lualaba. Est-ce que Madame la vice-gouverneure Fifi Masuka n'aurait pas eu plus à pactiser avec elle que de la voir en face? Qu'est-ce qu'elle gagne à mener un combat contre cette personne qui pourrait le servir? Comme vous avez dit, le ministre des Finances provincial est en train de servir Madame aujourd'hui. Madame Masuka, je crois simplement qu'elle a utilisé de la convoitise, de la ruse également. Pour elle, elle a cru que Tizaïnga s'est fait beaucoup d'argent. Alors, parce que la mission principale, depuis que Mme Masuka est là, nous ne sommes pas contre elle, contre sa gestion, mais non. Nous sommes contre les systèmes qu'elle mène au niveau de la province. Depuis qu'elle est là, elle a dû mener un combat pour écarter tout cela que les gens pouvaient appeler les promouillages. À titre d'exemple, il y a tout cela, tous les jeunes qui travaillent dans les services de communication au niveau du gouvernorat. Tous ces jeunes-là sont partis. Il y a certains qui sont partis, qui ont perdu l'emploi. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de mettre les bâtons dans les roues? Mettre les bâtons dans les roues dans quel sens? Ça veut dire... non, écoutez, Christopher, quand vous êtes quelque part, vous travaillez dans un cabinet, et que le chef vienne vous dire que vous êtes contre moi, est-ce qu'un subalterne peut-il être contre son chef? Pendant qu'il sait que c'est au travers de ce travail qu'il reçoit son pot de vin? Jamais. C'est justement que Mme Masuka est mal entourée et elle est mal conseillée par certaines personnes. Parce que vous allez voir que dans certains documents, quand on nous dit que l'ordre d'émission, c'est une fausse lettre publiée dans des réseaux sociaux. Mais nous, quand nous venons ici, lorsque nous disons que ces rapports des minerais de l'uranium étaient faux, et nous présentons les vrais documents, mais le soi-disant service de communication ne nous a pas présenté les vrais documents concernant l'ordre d'émission. Madame devrait bien sûr jouer à la prudence et être vraiment la personne qui devrait, en tout cas, appeler tout le monde à l'unité. Sapeurs-pompiers, pour ne pas
donner l'occasion à tout le monde de dire que depuis qu'elle est là, en tout cas, elle est en train de faire tout pour écarter tous les fils et toutes les filles du Lualaba au sein de sa gestion. Aujourd'hui, si Chizaïnga est toujours là, parce que madame n'arrive pas à le suspendre. On s'est dit que même si Chizaïnga est incompétent, comme on l'a dit par son équipe, que monsieur le ministre est incompétent, il ne fait rien sur le terrain, mais à quoi bon de garder un tel monsieur au sein de votre gouvernement? Mais suspendez-les, qu'on voie, et nommez quelqu'un d'autre. Mais parce qu'elle n'a pas le droit de nommer, parce qu'elle n'a pas le droit de suspendre, voilà combien de temps on utilise de la ruse, on utilise des calomnies pour essayer toujours de l'écarter. Et j'ai toujours dit que le combat devient plus facile lorsqu'on connaît bien son adversaire. Et ici, Chizaïnga, même si, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas démissionner. Lui-même, il est déterminé parce qu'il doit aller jusqu'au bout. Il doit terminer le mandat. Même s'il ne fait rien. Mais oui, mais il est ministre. Il a l'étiquette. Étiquette, bien sûr. Il allait jusqu'au bout. Il a dénoncé, et je vois que ceci va retomber sur madame. Parce que quand un ministre, un membre du gouvernement accuse l'un des collaborateurs du vice-gouverneur et que le vice-gouverneur ne fait absolument rien, il fait la sourde oreille. Donc on comprend tout simplement que ce monsieur-là agissait sous l'impulsion de madame le vice-gouverneur. Aujourd'hui, madame, quand on lui parle, dit laissez-moi ces histoires-là. Donc elle est consciente de ce que ce monsieur est en train de faire. Mais où parlent les lois là-bas aujourd'hui? Parce que l'on n'arrive pas à comprendre du jour au lendemain, Christopher, que le travail qui est fait au Lualaba n'est pas fait pour rencontrer l'assentiment du peuple lualabais, mais plutôt pour satisfaire justement une petite équipe tout autour de madame. Aujourd'hui, les députés là que vous voyez tout autour de madame, un vice-gouverneur, ce sont eux qui négocient les contrats qui engagent la province. Ils sont devenus des commissionnaires au niveau de la province, au lieu de faire leur propre travail de contrôle parlementaire. Ce sont eux, c'est parce qu'ils reçoivent, c'est qu'on a toujours dit la rétro-commission. Et qui perd, c'est les lois là-bas qui perdent. Et ce sont eux qui gagnent. Et ils gagnent au détriment de la population. Et tout ça, madame Assouka ne fait rien. Et quand on lui fait voir la chanson qu'il peut, en tout cas entonner, du jour au lendemain, c'est que ces enfants-là me combattent. Ils ne savent pas que mes enfants sont aussi des Kassaïens. Mais non, mais ici, il ne s'agit pas de frères ou de sœurs quand il faut parler de la gestion. Lorsqu'on dirige, on ne se fait pas des amis. Au travail, on ne forme pas des clubs d'amis. On vient, on dirige et on apporte des solutions aux problèmes qui touchent la population. Mais qu'est-ce qu'elle fait pour redonner du sourire dans les chefs de la population? Rien du tout. Henri, est-ce qu'elle n'avait pas raison de se méfier? Est-ce qu'elle n'avait pas raison de créer aussi sa propre équipe pour pouvoir travailler? Malgré qu'il n'y a pas d'amitié dans le travail, mais c'est vrai que le climat peut être beaucoup plus favorable quand on est entouré des personnes de confiance. C'est aberrant, Christopher. Ça n'existe pas, c'est contre la loi. On ne peut pas avoir des cabinets dans une province. Le cabinet est unique et nommé par le gouverneur. C'est le gouverneur qui prend acte. C'est la loi. Nous, quand on vient ici, on défend la loi, on défend les valeurs. Le vice-gouverneur ne peut pas nommer. C'est lui qui nomme, c'est le gouverneur. Et le gouverneur nomme par un arrêté. Le vice-gouverneur ne peut pas prendre des arrêtés. Le vice-gouverneur, c'est coursier ou quoi? C'est ce qu'on peut dire. À l'absence du gouverneur, elle peut agir, mais pas totalement. Daniel Assero l'avait expliqué dans les termes beaucoup plus clairs. Et dit même que le vice-gouverneur ne peut pas nommer, ni suspendre, ni révoquer, ni engager la province dans des dépenses grossières. Qui est un juriste de formation, qui est ministre de l'Intérieur, et a interprété les choses clairement. Mais au Lualaba, quand on assiste à cette scène-là, c'est une scène tout simplement insoutenable. Ça n'existe pas aux yeux de la loi. Et c'est un monstre sans tête qui est dans cette province-là du Lualaba. Et ça, je ne cesserai jamais de le dire parce que c'est incompréhensible. Quand vous avez les députés qui deviennent commissionnaires de la province, les députés qui vont négocier les marchés, quand est-ce qu'ils vont passer à élaborer les lois pour protéger la province, les populations? Parce que quand ils sont là, ce n'est pas pour aller remplir la mission de l'exécutif. Chaque chose a sa place.
L'exécutif, et là, il va aller dans des négociations des marchés, il va chercher des entrepreneurs. C'est l'exécutif. Les députés, lui, son travail. S'il faut encore le rappeler, chers députés, s'il faut encore vous rappeler, peut-être que vous avez oublié les notions importantes de pourquoi vous êtes là. Votre travail n'est pas aller négocier les marchés en Afrique du Sud ou en Zambie. Ce n'est pas le travail d'un député. Le travail d'un député, c'est de légiférer les lois pour protéger la province et défendre l'intérêt des populations. Un député n'a pas un plan d'exécution pour la société ou un projet de... Non, non. Un député, lui, c'est légiférer les lois et défendre la population. Point barre. Mais quand un député quitte sa place et il va là-bas, ça veut tout simplement dire que c'est un député qui ne comprend pas le pourquoi il est là. Le pourquoi il est... Ce serait mieux s'il y avait la possibilité de nommer ces députés-là des ministres, comme ils convoitent. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas être nommés à ce poste-là, parce que d'ailleurs, ils sont annoncés sur la fameuse gouvernement, le fameux gouvernement qui devrait sortir de Mme Fifi. Ces députés-là se retrouvent là-bas comme certains ministres. Malheureusement, on ne peut pas parler de ça parce que c'est une chose qui n'existera plus jamais. Donc, aujourd'hui, dans la province du Lualaba, ce qui est mauvais, c'est de voir que les élites du peuple ont oublié leur mission et cette fois-là, sous l'œil passif du président de l'Assemblée provinciale, parce que ces choses comme ça, quand ça arrive, je crois que le président devrait se mettre debout en tant que sage de la province et dire non, Madame Fifi, trop ça n'est trop, cette situation, elle ne doit pas se passer comme ça. Alors, si vous pouvez placer un dernier mot avant que je donne la parole à Ben, j'aimerais savoir, à votre avis, d'après le déroulement des événements, quelles seraient les conséquences dans les jours à venir? Non, mais c'est déjà palpable sur le terrain. On avait dit ici, cette situation a amené des tensions entre les communautés. Nous avons décrit ici. Cette situation a amené des tensions entre les populations. Ce qui est vrai quand vous allez au Lualaba, ce sont les gens qui tirent un petit quelque chose auprès, les miettes d'ailleurs qui tombent de la table parce qu'ils sont aveugles, mais ils ne sauront pas voir tout cela. Tellement qu'ils sont aveugles, avec des petites choses qui tombent de la table de Mme Fifi, qui soutiennent Mme Fifi. Mais toute la population est pour les valeurs. Ils disent que la situation ne doit pas être comme ça. Je l'ai démontré par rapport à la lettre d'émission ici. Comment la famille Masuka est en train de s'enrichir au détriment de toute une province. Parce que quand c'est elle qui fait des missions, c'est elle qui bénéficie de l'argent et la redistribution de la richesse dans la province n'est pas correcte. Ce qui va faire que dans quelques jours, vous avez une famille qui devient très riche et le reste des familles dans la province du Lualaba très pauvres. Parce que la redistribution des revenus, la redistribution de l'argent qui régénère la province va seulement dans une seule famille. Et donc inéquitable. Oui, c'est ce qu'on décrit ici dans cette situation. Or, les gens qui devraient être là, ils sont là. Quand vous privez à un ministre d'aller dans une mission, ça veut dire qu'on ne vous donne pas l'argent qui vous était destiné. On donne à ma famille. C'est ça que ça veut dire. C'est vrai, légalement, c'est toi, Tchizanga, qui dois partir, mais tu ne partiras pas parce que j'ai besoin de cet argent pour ma famille. Et je donne aux membres de ma famille. Et je nomme les gens qui n'ont même pas qualité dans cette famille, je leur donne cet argent. Les gens qui n'ont pas qualité, qui ne sont pas conseillers au cabinet des ministres, ils sont là. Donc la situation est devenue tellement perplexe, et je rappelle ici qu'il n'y a pas que les intelligents qui sont de la famille des Masuka non plus. Les intelligents dans cette province sont partout. On ne doit pas prendre seulement une même famille qui va prendre toute une province en otage. C'est inconcevable, Christopher. Regardez seulement la liste. C'est inconcevable. Les photos qui viennent de l'Afrique du Sud sont là. C'est la même famille. Les restes, ce sont des petits. Je dis, ils profitent seulement des miettes qui tombent de la table. Et ça, je ne sais pas si le président de l'Assemblée provinciale est en train de voir. Monsieur le président de l'Assemblée provinciale, il est temps que la richesse de la province du Lualaba soit distribuée de la même manière. Parce que tout le monde a droit. Tout le monde a droit. Est-ce que le président de l'Assemblée est en train de voir ça? Quand vous regardez les députés qui sont partis, ils sont 4 qui sont partis. Et 3 sont Dembo. S'il vous plaît. 3 sont Dembo. Josaïn Dembo. Et Uroy Kaumba Dembo. Et Jean-Marie Gassé Dembo. Surtout 4 députés qui sont partis en Afrique du Sud. Et l'argent, je ne suis pas contre les Dembo personnellement. Je ne suis pas contre eux. Mais je vois seulement qu'il y a c'est décadence, des poids, des mesures. Pourquoi? Alors il y a autant de députés dans cette assemblée provinciale. Merci. La situation pour moi, pour dire un dernier mot, serait très claire que l'assemblée provinciale tire conséquence de ça et que l'assemblée provinciale, en tant que président, je compte encore sur sa sagesse
qu'ils prennent les actes courageux pour décourager ce genre de choses. Sinon, la province est en train de mourir à petit feu. Ben, vous parliez tout à l'heure des coups. Vous sentez des coups venir d'un moment à l'autre. Les gens ont commencé à se donner des coups au niveau du les communautés ne vont plus s'entendre dans les jours à venir. Parce qu'il y a une communauté qui veut avoir la suprématie sur le reste des communautés. Et ça ne marchera pas au Lualaba. Parce que nous sommes en train de le prédire. Mais je crois que le président de l'Assemblée provinciale, je vais dire ici, est-ce qu'a-t-il échoué à sa mission, à ses missions lui confiées? Lui, en tant que sage, c'est quand même un routier. Il fut rapporteur de l'Assemblée provinciale quand le Katanga était encore uni. Mais je me demande pourquoi le Lualaba, en sa totalité, les situations qui sévissent là-bas le dépassent. Je me demande si Louis Kamunitumbo peut encore révisiter ces prouesses qu'il a dû faire pendant que les Katanga étaient encore unis, qu'il puisse les appliquer au niveau de la province de là-bas pour que la paix regagne. Et ici, la situation, comme on a vu les provinces qui avaient des problèmes et qu'il y a retour à l'ordre institutionnel, je crois que le Lualaba ne doit pas rester aussi dans cette situation. Et il faut que l'on puisse trouver une solution par rapport à la crise qui sévit dans la province du Lualaba pour que toutes les provinces se rassemblent. Parce que l'on ne peut pas avoir sur les 26 provinces, une des 26 provinces est en une situation où l'on ne comprend plus. On ne comprend plus bien. Qui est gouverneur là-bas? Et c'est quoi la situation actuelle du Lualaba? L'on n'arrive pas à comprendre. Madame Masuka doit en tout cas faire de tout son mieux, mais je crois qu'elle a déjà perdu des pédales parce qu'il pouvait en tout cas faire mieux depuis longtemps. Une année passée déjà, elle pouvait être une femme modèle, on ne l'a jamais cessé de le dire. Elle devrait être une femme modèle sur l'ensemble de la République et que les générations futures devraient se souvenir d'elle pour que l'on arrive à dire, à une certaine époque, nous avons connu une telle dame qui s'appelait Madame Asuka et qui a unifié toute une province qui y avait connu une situation très précaire. Mais aujourd'hui, même si elle partirait, quels sont les souvenirs que la population va garder d'elle? Rien du tout, si ce n'est que de la ruse et du mensonge. Merci beaucoup Ben, merci beaucoup Henri pour ces informations, pour cette analyse sur la situation au niveau de la province du Lualaba qui était à la une de l'actualité avec ce forum international au niveau de l'Afrique du Sud. Le Premier ministre y était, les qualités de la RDC ont été vantées, mais vous y avez remarqué un défaut, en tout cas au niveau de la province du Lualaba pour les personnes qui devaient représenter et dire toutes les bonnes choses possibles sur cette province riche, cette province qui est très capitale avec l'évolution du monde actuel. Merci beaucoup, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.